Je pense déjà que c'est le propre du peuple juif de renaître de ses cendres. Je dis pas que c'est un chapitre qui est fermé en moi, puisque bon, de toute façon, on voit bien que par rapport à ce que je fais, que ce soit par rapport au Beth Sandler, les Ascarotes, les photos qui sont chez moi, donc c'est pas une page qui est fermée, un livre qui est fermé et ça y est. Non, ils font partie de moi, ils font partie ils font partie de ma vie, de mon quotidien, ils font partie de mes enfants aussi, mon mari, mes enfants. Pourtant, voilà, je pense que la force du peuple juif, c'est de se relever et de ne pas donner la victoire non plus au bourreau. Eh bien, nous allons revenir 10 ans en arrière ce matin. 10 ans en arrière, il y a en effet 10 ans, selon la date hébraïque, que s'est produit le terrible massacre, l'attentat de Toulouse, devant l'école Otsara Torah. Et nous sommes ensemble ce matin avec Eva Sandler. Eva, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous rappeler de cette terrible matinée. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à le faire à chaque fois, mais il faut le faire pour se rappeler de la mémoire de vos enfants, Arié et Gabriel, de votre mari et le Rav Jonathan. Rappelez-nous comment... Et Myriam Monsonego, bien entendu. Et rappelez-nous comment vous avez appris cette terrible nouvelle. Bon, déjà, merci de me permettre d'évoquer encore une fois la mémoire de Jonathan, Arié, Gabriel Sandler et Myriam Monsonego. Voilà, c'est un peu mon combat que ça ne s'oublie pas. Comment j'ai appris la nouvelle ? C'est très simple. J'étais sur place, présente. Et dès que j'ai entendu les coups de feu, j'ai su que ce n'était pas des pétards, même si on était juste après Purim. J'ai reconnu que ce n'était pas des bruits de pétards. Et donc je suis partie à la fenêtre et j'ai même vu le tueur partir. Donc... j'étais là et voilà, heureusement que je n'avais pas une vue de ma fenêtre, j'avais pas une vue claire sur l'ensemble de ce qui se passait, mais j'ai au moins vu le tueur monter sur son scooter et repartir. L'un des souvenirs marquants de ces terribles journées, c'est votre intime conviction, votre force intérieure qui a on va dire, forcé l'admiration de beaucoup de personnes. Comment peut-on tenir le coup face à un tel drame ? Comment vous vous souvenez de cette période, de leur lévaïa, de leur enterrement ici à Jérusalem, de toutes ces journées ? Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu dans les vapes. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je réalisais pas tellement ce qui me tombait dessus, puisque voilà, quand je suis revenue en Israël, pour moi, c'était revenir après 9 mois en Israël que j'avais quitté. C'était quelque part... j'étais contente de revenir en Israël, mais sans comprendre ce qui me tombait dessus. Mais puis je revoyais des tonnes de gens, etc. Donc vraiment, je réalisais pas que les gens ils étaient là pour moi. Mais oui, je me rappelle très clairement de tout. De tout. Alors, je me rappelle pas de tous les visages, tous les noms des gens qui sont venus me voir, mais je me rappelle dans l'ensemble de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une phase où... par la suite, on prend conscience de ce drame, où on commence à peine à assimiler ce qui s'est passé ? On va dire que la difficulté et la douleur qui pèsent dans le cœur au quotidien, elle fait oui, réaliser ce qui nous arrive, mais l'intensité, quelque part, non. On se demande toujours, je me demande souvent, est-ce que je réalise réellement ce qui me tombe dessus ? Est-ce que je suis pas toujours convaincue d'avoir pleinement conscience de ce que j'ai, de ce qui m'est tombé sur la tête. Et pourtant, la douleur et la difficulté, c'est là, c'est présent. Je voudrais qu'on revienne avec vous parce qu'on connaît les noms. On connaît Arié, Gabriel, le Rav Jonathan, Myriam Monsonego, mais on ne sait pas vraiment qui ils étaient. Est-ce que vous pourriez nous parler d'eux ? Bien sûr. Alors déjà... leur trait de caractère. Le trait de caractère, par exemple, dominant de votre mari, le Rav Jonathan, Zichrono Livracha. Alors c'est très marrant parce qu'il était en même temps... il faisait toujours des blagues. Il avait toujours le mot pour rire. Des fois, je lui disais, mais ça suffit, là. Allô, t'es papa, t'as un mari, t'as des responsabilités sur la tête, arrête tes blagues et viens, on parle sérieusement. Même dans les sujets un peu, on va dire... attention, il trouvait le moyen de faire une blague.
Et d'un autre côté, il était vraiment très cultivé, tout l'intéressait, que ce soit la politique, il avait une culture générale qui était énorme et il adorait aussi étudier. Et il arrivait vraiment il se donnait des challenges d'allier politique, culture, paracha, Torah. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a rédigé dans son livre, dans ses écrits. C'était tout le temps, voilà, c'était comment est-ce que je vais réussir à relier actualité, la Torah, enfin voilà, il arrivait la philosophie. Vraiment, c'était très. C'était la nature de l'enseignement qu'il voulait transmettre, qu'il transmettait. Voilà. Arié. Il adorait étudier et pourtant, il arrivait quand même à faire en sorte que la Torah soit accessible pour tout le monde, même voilà, de la lier au quotidien de chacun. C'était un mari attentif ? Oui. oui, ça je le témoigne. Les enfants, Arié et Gabriel. Arié, un enfant sage, avec un très grand cœur. Bon, Gabriel aussi a un très grand cœur, mais on va dire tout le temps, il s'inquiétait tout le temps pour son petit frère, tout le temps pour tout, un grand cœur. Je me souviens que quand on lui a dit on va quitter Israël, parce que finalement quitter Beit Vagan pour aller vers Toulouse, c'était quand même un changement. Et donc on lui a expliqué, on va partir en Israël, on va partir en France, dans une communauté où on va essayer de faire du chizouk, un petit peu d'aider les juifs, parce qu'il y a des juifs qui ne savent pas qu'il faut mettre la kippa sur la tête ou qu'il faut manger kasher, etc. Et donc on lui a expliqué les choses comme ça, il a dit c'est pas un problème. Moi je vais leur dire à tous mes copains de la classe qu'il faut mettre la kippa sur la tête et qu'il faut manger kasher, et c'est tout. C'était une âme vraiment pure, qui savait donner. Il n'y avait pas une fois où il revenait les paquets de bonbons et c'était toujours distribué à gauche, à droite. Toujours de se soucier pour son frère. D'ailleurs, M. Sandler raconte souvent l'histoire qu'en fait, en février, il était venu en Israël, il avait pris Arié. Et il raconte souvent, M. Sandler, que quand il l'avait emmené dans un magasin de jouets pour lui dire allez, viens, tu vas choisir un jouet. Il a dit est-ce qu'on peut choisir un jouet pour Gabriel, parce que moi, je suis venue, mais lui, non. C'est vraiment... C'est une pensée pure, de chesed, complètement altruiste. Et je pense qu'il aurait eu aussi beaucoup de capacité à donner s'il était là. Il vous arrive de penser à eux tout le temps ? Au quotidien. Au quotidien. Ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et pourtant, vous avez décidé à un certain moment de refaire votre vie, de donner un second chapitre à votre vie. Vous vous êtes marié et vous avez 2 enfants aujourd'hui, un garçon et une fille, Baruch Hashem. Expliquez-nous comment vous avez pris cette décision. Qu'est-ce qui a provoqué cela ? Je pense déjà que c'est le propre du peuple juif de renaître de ses cendres. Je dis pas que c'est un chapitre qui est fermé en moi, puisque de toute façon on voit bien que par rapport à ce que je fais, que ce soit par rapport au Beth Sandler, les Ascarotes, les photos qui sont chez moi, donc c'est pas une page qui est fermée, un livre qui est fermé et ça y est. Non, ils font partie de moi, ils font partie de ma vie, de mon quotidien, ils font partie de mes enfants aussi, mon mari, mes enfants. Pourtant, voilà, je pense que la force du peuple juif, c'est de se relever et de ne pas donner la victoire non plus au bourreau et de continuer de vivre. Et au Hachem, voilà, donc je me suis remariée avec un très gentil, mari, Moshe Chaim, un très gentil mari qui est là à mes côtés et qui sait, c'est pas seulement qui sait être à mes côtés, c'est également qui m'encourage et qui continue de faire avec moi tout ce qui est travail de Haskara, de commémoration, de gala, de tout ça. Il est vraiment à mes côtés, me soutient et m'encourage. Et il faut souligner qu'il y a Liora qui fait la transition entre les deux. Voilà, exactement. Il y a Liora qui est notre... Qui avait quel âge au moment du drame ? 1 an et demi. Elle avait tout juste 1 an et demi. Donc il y a Liora et après... qui va être donc Bat Mitzvah bientôt ? Bientôt, Ezrat Hashem. Hanouka. Prochain Hanouka. Et puis avec mon mari, on a eu deux enfants, dont un petit garçon qui est nommé donc, sur... Avishai Raphaël au nom de Jonathan, parce que Jonathan s'appelait Jonathan, Raphaël son nom hébraïque. On voit souvent ça chez les Ashkénazes, qu'il y a un prénom usuel et un prénom juif à la Torah.
Et en fait, Jonathan, c'était son prénom usuel, et à la Torah, c'était Raphaël. Et donc, c'est pour ça que j'ai nommé mon fils Avishai Raphaël, donc pour nommer Jonathan. Et ma petite Shira. Voilà, ma Shira qui est une louange envers Hachem. Donc Shira Odélia pour une louange envers Hachem. Alors, cette période toujours très difficile, cette année ce sont les 10 ans bien entendu, mais pour vous c'est chaque année l'occasion de rappeler non seulement leurs souvenirs, mais d'essayer de perpétuer leurs souvenirs à travers le Beth Sandler. Alors, on se pose toujours la question, on vous a interviewé régulièrement, comment se porte le Beth Sandler ? Cette année, encore comme chaque année, vous êtes fidèle au poste pour essayer de mobiliser autour d'un gala qui va se tenir le 4 mars prochain, c'est bien cela ? Voilà, le 8 mars. Le 8 mars, pardon. Le 8 mars prochain, si Dieu veut, donc ça sera à Paris. Il va y avoir donc les activités du Beth Sandler, donc c'est 10 ans. Alors, donc pour les gens, c'est 10 ans parce que c'est quelque chose qui marque. Comme l'a justement dit M. Sandler, quand on avait envisagé, parce que là, ce soir, ça va être la Haskara, des 10 ans aussi. Le Minhag Ashkenaz de faire d'après Adar Aleph, et non pas d'après Adar Bet, donc Adar Aleph. Et quand on a voulu faire j'ai éventuellement pensé, puisque de partout on parle 10 ans, faire quelque chose de grand, peut-être faire quelque chose de grand pour les 10 ans. Et il a justement dit... alors quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on avait le droit de les oublier. La 10e année, on s'en rappelle. Après quoi, 11, 12, 13, on va les oublier jusqu'à la 20e année. Donc, c'est ce que je comprends complètement, parce que pour nous, c'est une douleur qui est avec nous et au quotidien. Et on ne compte pas ni les jours, ni les mois, ni les années. Parce que c'est... Voilà. Et pourtant, quand on réalise que c'est 10 ans, c'est aussi... quand on prend le recul et qu'on se pose et on se dit 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire en 10 ans ? Qu'est-ce qui serait devenu, comment, enfin voilà, comme je disais dans un autre interview, que tant que ça reste un enfant, alors bon, on arrive plus ou moins à imaginer leur visage, ce qu'ils auraient été, etc. Quand on a passé un cap de 10 ans, de passer de 6 ans à 16 ans, c'est de 3 ans à 13 ans, c'est quelque chose, c'est plus marquant, on peut plus les imaginer, on peut plus savoir quoi ils ressembleraient, c'est une difficulté, c'est une plus grande difficulté. Alors le Beth Sandler, il se développe, il continue à se développer avec son centre d'études, son collège et le centre pour les enfants aussi. Alors voilà, donc le Beth Sandler, c'est plusieurs activités. Il y a donc déjà la part principale qui est le collège, le centre d'études pour hommes, qui grâce à Dieu marche très bien. Les avachim, les étudiants apprennent donc les halachot et apprennent donc dans un but de pouvoir devenir rabbin à leur tour plus tard, ce qui est une chose magnifique puisqu'ils pourront retransmettre comme ce que Jonathan a su retransmettre. Il y a également donc les activités pour les enfants, tous les Shabbats après-midi, il y a des activités pour les enfants. Et de façon à ce que ces jeunes enfants grandissent eux-mêmes avec ces noms, ces souvenirs, voilà, que ça fasse partie également on les fait grandir avec les générations. Voilà, c'est au fur et à mesure. Ensuite, ces enfants deviendront grands, ils en parleront, ils continueront à dire qu'ils ont étudié les Shabbats après-midi, qu'ils ont fait des activités, etc., grâce au Beth Sandler. Et la mémoire, elle continue d'être élevée, quoi. Alors ce soir, c'est la Haskara. Effectivement, vous nous expliquez, c'est la Haskara selon le Hadar Rishon, effectivement. Voilà. Et on va dire que plus officiellement, la cérémonie de commémoration de l'attentat se déroulera à Toulouse, plus officiellement, on va dire, avec de très hautes personnalités, mais le 20 mars, si je ne m'abuse. Pour ceux qui voudraient participer à la Haskara cette année, c'est possible. Où est-ce que vous pouvez nous donner une adresse ? Bien sûr. Alors donc déjà, je vais vous donner les coordonnées de la Haskara et ensuite on va parler du 20 mars. Si vous voulez, je veux juste compléter les activités du Beth Sandler. Voilà, les activités du Beth Sandler que je n'ai pas finies. Donc il y a eu le Beth Sandler, c'est également beaucoup d'aide aux familles nécessiteuses. Malheureusement, surtout avec le corona, ça a amplifié, on va dire. Bien sûr. Voilà. Des familles monoparentales aussi qu'on aide beaucoup. Et il y a également des cours pour femmes à Montrouge, puisque ça, c'était ma belle-sœur Jennifer avant qu'elle quitte en 2015 la France, parce qu'elle habitait à Montrouge, donc quand c'était en bas de chez elle, donc avant qu'elle quitte Paris, elle avait ouvert des cours pour femmes, et donc on a continué ces cours pour femmes. Voilà, je pense avoir dit plus ou moins toutes les activités du Beth Sandler.
Alors l'Ascara, Alors l'Ascara, c'est ce soir donc à Beit Vagan, à Rehov Michlin, dans la synagogue de Ismachlev. Voilà, il va y avoir le Rav Yaakov Sitruk qui va prendre la parole, le Rav Ben Chetrit, Bezrat Hashem également qui prendra la parole, donc Monsieur Sandler et probablement des membres de la famille. Et bien entendu, vous irez demain donc, au cimetière. Demain matin à 9h30 au cimetière. Voilà. Eva Sandler, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner. Je sais que c'est une épreuve pas évidente de se rappeler de cela, mais effectivement, c'est important pour nous de pouvoir partager. En tout cas, nous, on n'oublie pas. Et on pense aussi au Rav Yonatan, à Aria Gabriel, à Myriam Monsonego, chaque année. Et bien même plus quand on en parle beaucoup, et surtout par rapport à ce qui se passe souvent en France en matière d'antisémitisme et de terrorisme. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio, à notre micro, et bonne continuation et que des joies. Merci beaucoup Daniel. Juste si je peux préciser, donc pour le gala du Beit Sandler, j'ai donné les coordonnées pour l'Ascara et le gala. Je m'attache un peu moins à la cérémonie du 20 mars. Donc ce qui est ma priorité, c'est le gala et l'Ascara. Le gala le 8 mars qui sera sur Paris. Donc voilà, pour les informations, les réservations, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 19 84 83 39. 06 19 84 83 39. Voilà. Merci beaucoup encore, Eva Sandler, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.